Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix avec Philippe David. Comme chaque jour, c'est un plaisir de vous accueillir jusqu'à 19h. Ça va, Philippe David? Ça va excellemment bien, Cécile, et vous? Vous sentez comme un petit parfum de 4 décembre 2024. Ah, 4 décembre, la qui s'est veille passé de la censure. Ah, Et on y je retourne. sais pas. On y revient toujours. En tout cas, oui, c'est-à-dire qu'on a l'impression que l'histoire se répète. Espérons qu'elle ne se répétera pas régulièrement jusqu'à la fin de cette saison. Jusqu'à la fin des temps. Genre de truc, On va l'histoire avoir sans du fin. mal à trouver des arguments à un moment donné. En tout cas, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui jusqu'à 19h avec ce numéro de téléphone 0826 300 300. La possibilité, bien entendu, de vous inscrire un petit peu partout chez nous, sur TikTok, Facebook, Instagram, Twitter et j'en passe et des meilleurs, et notre chaîne YouTube, bien entendu. Allez, sommaire de cette émission, le grand débat du jour à 17h30. Jean-Luc Mélenchon menace de présenter des candidats aux prochaines législatives contre tout socialiste qui ne voterait pas la motion de censure. Alors parlons vrai, pensez-vous que les menaces de Jean-Luc Mélenchon vont peser dans la balance? Et à cette question, censure, le PS va-t-il se soumettre à la France insoumise? Vous dites oui à 77%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels sans aucune soumission au 0826 300 300. Et pour nous éclairer, Nicolas Corato sera avec nous, président fondateur du think tank Place de la République. Et le coup de projecteur des vraies voix, François Bayrou accepte de rouvrir des discussions sur les retraites avec un conclave de 3 mois pour renégocier. En cas d'échec, la précédente réforme s'appliquera, a averti le Premier ministre. Alors parlons vrai, est-ce que cette annonce va dans le bon sens pour faire baisser la tension? Et à notre question du jour, le conclave sur les retraites a-t-il une chance d'aboutir? Vous n'êtes pas optimiste puisque vous dites non à 91%. Vous voulez réagir encore et toujours, le 0826 300 300. On a envie de vous entendre sur ces sujets parce que c'est des sujets qui vous concernent, bien entendu. Philippe Bilger est avec nous, on vous souhaite la bienvenue. Les vraies voix Sud Radio. Vous avez remarqué qu'avant le lancement de l'émission, j'ai parlé de vous. C'est incroyable. Ça va, Philippe? Ça sent François Pupponi s'en fout parce qu'il a l'habitude. Non mais François s'en fout, mais moi non. Il fallait un François et une Françoise. Voilà. Non, parce que non, On avait excusez-moi. le choix entre François, le pape François. On a pris François Pupponi, on a préféré, ancien député. Bonsoir François. Bonsoir. Et et Françoise Dolto, on a décidé de prendre Françoise Ah, mais moi, de j'adorais. Bois parce qu'elle est en vivante. forme. Elle est en Surtout, forme. elle est vivante. Je tiens à préciser, François Pupponi s'en fout, il a l'habitude des joutes politiques, il a le cuir tanné. Je ne supporte aussi, pas. Françoise. Oui, mais j'ai quand même un petit cœur sensible et je ne supporte pas que ça commence les préséances avec Philippe Bilger. Je dis ça, je dis rien. Je préviens avant le jeu. Non, je préviens avant le jeu. Bon, la jalousie. Non, mais c'est pas de la jalousie, c'est juste le réel. Je vous êtes. pensais que vous étiez une femme irréprochable Ouais. sur certains points. C'est ça. C'est ça. Jean-Luc Mélenchon sort de Ah ce oui, corps. donc alors, Ça va. ça y est, agréable, Allez, c'est sympa. ce numéro de téléphone 0826 300 300, Xavier qui nous appelle de Floirac en Gironde. C'est Bonjour drôle, en même temps. Xavier. Bonsoir Xavier. Bonsoir les vraies voix. Salut. Et ce que j'aime avec nos auditeurs, c'est qu'ils nous font voyager en France et ça, c'est canon. Votre coup de gueule, mon cher Xavier, les dividendes versés par les entreprises du CAC 40. Oui, c'est mon coup de gueule du jour parce que je suis pas content du tout. En 2024, les entreprises du CAC 40 n'ont jamais autant redistribué d'argent aux actionnaires. 98,2 milliards d'euros. Allez, on va dire 100 milliards d'euros. C'était 60 milliards d'euros en 2019 et aujourd'hui, à l'échelle européenne, c'est 440 milliards d'euros. Il faut rappeler quand même que les entreprises du CAC 40 sont celles qui bénéficient le plus des aides publiques, passé de 65 milliards d'euros en 2007 à plus de 157 milliards d'euros en 2019. Les entreprises du CAC 40 sont celles qui payent le moins d'impôts ou qui évitent le plus le fisc. En France, par exemple, les grandes entreprises payent moins d'impôts que les PME. Alors pourtant, on voit que notre pays est surendetté. Notre pays il est surendetté, on cherche des recettes pour faire fonctionner les hôpitaux, les écoles, les retraites, la défense, la justice. Mais les recettes, elles sont sous nos yeux, Cécile, elles sont là. Et pourtant, les gouvernements de droite et de gauche, depuis Chirac jusqu'à Macron, en passant par Sarkozy et Hollande, ils semblent incapables de régler cette machine à inégalité. Alors pour conclure, on pourrait rappeler ce que disait un ancien président de la République. La propriété, la direction et le bénéfice des entreprises dans le système capitaliste n'appartient qu'au capital. Et alors, ceux qui ne le possèdent pas se trouvent dans une situation d'aliénation. Non, le capitalisme, du point de vue de l'homme, n'offre pas de solution satisfaisante. Et c'était De Gaulle.
Pardon. Merci beaucoup, mon cher Xavier. J'ai l'impression que François Pupponi et François de Gaulle ne seront pas seuls ce soir. Et que, au fond, j'ai eu l'impression d'une déclaration qui a été lue. Je me trompe ? Du De Gaulle, fallait. Non, ne vous trompez pas. J'ai préparé mon. Mais c'est bien, Xavier. Xavier, c'est votre discours de politique générale, là. Oui, c'est ça. Ça pourrait être Mitterrand au Congrès des Pyrénées en 71, l'argent qui corrompt, l'argent qui tue, etc. Non, mais c'est vachement bien, je suis d'accord avec vous. Merci Xavier, vous restez avec nous, vous êtes notre vraie voix du jour. On voulait vous faire écouter un petit message, on a quelques secondes, écoutez. Bonjour, je m'appelle Catherine, je vis à Paris et je vous écoute chaque jour dans les embouteillages qui n'ont du coup plus du tout la même lourdeur pour moi puisque j'écoute votre équipe au quotidien, dans la joie, la bonne humeur, malgré les nouvelles, malgré l'information. Ce message est un message de remerciement pour les bonnes ondes, au sens propre, au sens figuré que vous procurez à tous vos auditeurs chaque jour. Merci, au revoir. Merci beaucoup, Catherine. Je dis bravo, Catherine. Merci pour tout ce bonheur. Voilà. C'est bizarre. Enfin, je dirais, et c'est pour ça qu'on travaille tous les jours. C'est parce qu'on a des auditeurs comme vous. Et ça, ça nous fait chaud au cœur. On vous remercie dans un instant. Les amis, le réquisitoire du procureur. Je vais parler du RN. Très bien, on en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. Et n'hésitez pas à nous laisser des petits émissions qui nous font chaud au cœur. Allez, on vous embrasse. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix comme tous les jours de 17h à 19h. On vous remercie en tout cas d'être avec nous régulièrement. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça c'est cool. On a des nouveaux noms, des nouveaux prénoms qui arrivent mais on peut pas vous les donner, c'est top secret. Allez, avec Philippe Bilger qui est avec nous, Françoise de Gaulle, avec François Pupponi, Philippe David bien entendu, ensemble jusqu'à 19h. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu. C'est Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir. Et beaucoup de sujets. De quoi parle-t-on ? Quelques prénoms aussi. François, Joe. On va parler de François Bayrou par exemple, qui entrouvre encore un peu plus la porte aux socialistes sur une modification de la réforme des retraites. Des cahiers de doléances des Gilets jaunes qui devraient livrer leur message peut-être 6 ans après. On devrait les rouvrir. Et puis de Joe Biden qui, avant de partir, retire Cuba de la liste noire des États soutenant le terrorisme en échange d'une libération de 553 prisonniers. En 3 mots, procès, doléances et liste. Merci, allez tout de suite, la voix est au procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et c'est sur les propos de François Rebsamen que vous voulez requérir par cette question. Pourquoi le RN est-il plus traité comme un parti moralement indigne que comme un adversaire, monsieur le procureur ? En fait, quand vous me posez la question, j'ai l'impression que je n'ai plus rien à dire. Mais François Rebsamen m'a fait réfléchir sur quelque chose qui me préoccupe très modestement. Et parfois, je suis en désaccord avec Françoise sur la notion, par exemple, du grand remplacement du RN. François Rebsamen a dit que, en quelque sorte, il n'appréciait pas le Rassemblement national à cause de ses discours de haine. Ça continue à me gêner parce que je dirais que cette manière de substituer à la dénonciation politique un opprobre moral me paraît à la fois inexact et dangereux parce que ça révèle une pauvreté argumentative. On a vu quel effet lamentable a eu sur la montée du RN cette manière en permanence de substituer à l'argumentation l'éthique. Le RN est un parti immoral en quelque sorte, alors qu'il faut démontrer qu'il a tort sur des points relativement importants. Et je continue à penser que François Rebsamen, ministre qui a été socialiste, a eu tort de dire ça. Françoise de Gaulle. Moi, il garde ses convictions. Après, la question, c'est quand on est ministre, est-ce qu'on peut exprimer ce type de conviction ? Je ne sais pas. Je ne sais pas d'ailleurs. Je pense que c'est un jeu de rôle. En réalité, c'est pour rééquilibrer tous les cadeaux que François Bayrou s'apprête à faire au Rassemblement national pour qu'il vote son budget. François Bayrou ne veut pas terminer comme Michel Barnier. Donc, d'un côté, il va donner au RN. Contrairement à ce que tout le monde dit, je pense que hier, dans son discours de politique générale, il s'est d'abord donné à lui-même. La banque de la démocratie et la proportionnelle, ce sont ses marottes depuis 30 ans ou 20 ans. Donc, mais il va donner au Rassemblement national. Donc, vous avez un espèce de numéro de plic et ploc.
et Plic qui dit qui va donner en sous-main, et Ploc qui dit oulala, le RN c'est très méchant et c'est cacaboudin. Mais sur le fond, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que effectivement le Rassemblement national reste un parti d'extrême droite, et d'ailleurs je ne suis pas la seule à le penser. Dernier sondage IFOP, à une très large majorité, les Français considèrent que le RN est encore un parti d'extrême droite. Regardez ce qui s'est passé pendant les législatives, regardez les candidats, les vieux ressorts, regardez toute la discussion, tout le discours sur la préférence nationale. Voilà, donc je sais qu'on ne le combat pas sur la morale, je suis d'accord avec vous, on le combat sur les idées. Et puis l'indigence aussi de son jugement. Vous savez, moi je fais passer au crible son budget avec des copains qui sont à la Cour des comptes et qui sont plutôt neutres. Vous savez, par exemple, le budget du RN, on n'a jamais été regarder comment le RN gérerait s'il arrivait. Franchement, ne nous souhaitons pas ça, par exemple. Je suis pas étonné que François Rebsamen pense cela. Parce que c'est ce que pensent de nombreux socialistes ou anciens socialistes, parce qu'on a été élevés là-dedans. Bon. Je suis un peu étonné qu'ils puissent dire ça et qu'ils disent pas la même chose de la France insoumise. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui véhiculent la haine, y compris au sein de l'hémicycle, c'est la France insoumise. Donc, quand on dit, moi, je veux pas être avec ces gens-là parce qu'ils véhiculent la haine, on fait le parallèle avec la France insoumise sur les propos proches de l'antisémitisme, sur la haine de l'autre, et donc ça, faut qu'on fasse évoluer. Après, est-ce que c'était intelligent de le dire ? Sincèrement, le jour de la déclaration de politique générale du... Ou nécessaire. Est-ce que c'était nécessaire ? C'est un jeu de rôle, François. Oui, non, mais c'est un jeu de rôle. Rappelez-vous comment l'ancien ministre du budget, Antoine Armand, avait dit ça, et comment à la fin, Barnier, il saute. Voilà. Donc quand on rentre dans un gouvernement qui n'a pas de majorité, dont on sait qu'il faudra aller un peu choyer le Rassemblement national, on assume. On peut pas dire je suis ministre, mais je les aime pas, alors j'en ai besoin, parce que François Rebsamen, comme les autres ministres, ils iront chercher des majorités et ils prendront les voix du Rassemblement national. Ou alors on n'accepte pas le poste. Ah ouais, on n'accepte pas le poste. Voilà. C'est ça. J'étais un peu étonné quand même. Allez, merci. Là qu'il accepte le poste, oui, qu'on lui propose encore plus. Pardon, excusez-moi. J'adore la voix de Françoise quand elle est malade. Il y a un petit côté sexy. C'est la côté casser la voix. Merci les noix, Philippe Bilger. Non, commencez pas Françoise. Non, mais je ne veux pas le pousser dans ce qu'il aime le plus, les blagues un peu grivoises, mais enfin bon, je vous trouve trop sage en ce moment. Déjà, je le bride. Pourquoi vous le bridez ? Parce qu'il est trop sage là, je trouve. Oui, lâchez les chevaux, vous allez voir. Allez, tout de suite, 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont progrès, doléances et listes. Le dossier retraite pourra revenir au Parlement, même s'il n'y a pas d'accord général entre syndicats et patronat. Concession de François Bayrou aux socialistes, à la condition qu'il y ait au moins des progrès, dit-il, dans les discussions. Le Premier ministre promet aussi de rouvrir et d'analyser les cahiers de doléances des Gilets jaunes. Michel Barnier l'avait déjà évoqué avant lui. Les grands temps, réagissent les premiers concernés, 6 ans après. Et puis ce petit geste de Joe Biden envers Cuba avant de s'en aller. Les États-Unis retirent l'île communiste de la liste noire des États soutenant le terrorisme. En échange, le régime cubain libère 553 prisonniers. Les vraies voix Sud Radio. Le PS en avait fait une condition pour ne pas sanctionner, pour ne pas censurer le gouvernement Bayrou, que la réforme des retraites de 2023 soit suspendue. Or, hier, dans son discours de politique générale, le Premier ministre a certes accepté de rouvrir les discussions, mais en précisant que la réforme précédente continuerait à s'appliquer si syndicats et patronats ne trouvent pas d'accord à l'issue de leur conclave de 3 mois. Une condition inacceptable en l'état, lui a redit le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, cet après-midi à l'Assemblée nationale. Pour nous, socialistes, le statu quo n'est pas possible. C'est pourquoi, même dans le cas où syndicats et patronats ne trouveraient pas d'accord, il reviendra alors à la démocratie parlementaire de s'exprimer. Le Parlement doit avoir dans ce cas le dernier mot. Voilà notre position. Elle est claire, elle est publique. En réponse à Olivier Faure, le Premier ministre a donc semblé assouplir sa position sur le sujet. François Bayrou ouvre la porte à une nouvelle réforme, une réforme de la réforme en quelque sorte, même sans un accord total entre les partenaires sociaux. Il est peut-être probable qu'il se produise une situation dans laquelle des marges de progression, de mouvement, de changement, d'adaptation auront été identifiées sans qu'il y ait un accord général. Si c'est le cas, nous proposerons un texte qui reprendra ces adaptations et ces progrès
et nous le soumettrons à l'Assemblée. Il n'y a rien de plus simple, de plus clair et de plus franc. Bon, il vous faudra sans doute une traduction. La motion de censure, en tout cas contre le gouvernement Bayrou, la position du PS aussi, ce sera le sujet du grand débat des vraies voix dans quelques minutes sur Sud Radio. Quant au conclave entre syndicats et patronat, ça sera notre coup de projecteur vers 18h40. Qu'est-ce que François Bayrou a pas compris dans le fait de faire une phrase sujet, verbe, complément et dire juste oui, je suis d'accord, monsieur le Premier secrétaire, monsieur le député, évidemment, ce texte, quelles que soient les discussions, reviendra devant le Parlement. Non, il a fallu qu'il rajoute des trucs, qu'il amende. Non, mais soyons sérieux. Ça peut pas être une réponse satisfaisante. Quand on pose une question claire, on a une réponse claire. Mais l'idée n'est pas celle que vous exprimez. Non, il n'a pas dit. Sincèrement, il n'a pas dit ça. Non. Il a dit il y a 3 solutions. Première solution, les partenaires sociaux se mettent d'accord. Non, je parle de cet après-midi. Oui, cet après-midi. Il y a 3 solutions. Première solution, les partenaires sociaux se mettent d'accord, on prendra l'accord. Deuxième solution, il n'y a pas d'accord, mais il y a des convergences. On fera un texte de loi. Troisième solution, il n'y a aucune convergence, il n'y a rien. Eh ben non, on fait un texte de loi. Écoutez, la question est simple. Il fallait une réponse simple. Ça sera incompréhensible pour les Français. C'est parfaitement incompréhensible pour les Français. S'il vous plaît. Allez faire un sondage et expliquez-moi comment les Français comprennent la réponse de François Bayrou. On n'y comprend rien. On peut faire le même sondage sur la question d'Olivier Faure. Excusez-moi, sondage à la main levée pour que Félix finisse son papier. Voilà, on a gagné. Deuxième mot, doléance, François Bayrou rouvre donc les cahiers des Gilets jaunes. Ça fait partie, ça aussi, des annonces du discours de politique générale. Hier, reprendre l'étude des cahiers de doléances rédigés à l'issue des débats suite aux manifestations de 2018-2019. Michel Barnier, d'ailleurs, l'avait déjà évoqué avant François Bayrou. Ça va devenir un vrai serpent de mer, cette histoire de cahiers de doléances. Il faut les retrouver, surtout, Félix. Il faut les retrouver aussi. Il cale des meubles dans les préfectures. Mais en tout cas, justement, il serait temps de les rouvrir après les avoir retrouvés. Réagir Fabrice Dallongeville, maire d'Auger-Saint-Vincent dans l'Oise et initiateur du documentaire Les doléances. Il compte publier lui-même ce contenu si l'État ne s'en charge pas dès cette année. Une nouvelle fois, d'un seul coup, dans le cadre d'une politique générale, un Premier ministre qui dit « Ah, mais au fait, qu'est-ce qu'ont dit les Français il y a 6 ans ? Peut-être qu'ils ont dit des choses intéressantes, que ce soit au niveau social, sur l'indexation des salaires sur les retraites, les problèmes de transition, etc. » Si le Premier ministre actuel, M. Bayrou, ne va pas plus loin que sa déclaration d'intention, de toute façon, en 2025, on s'en sera occupé. C'est l'objectif que j'ai en 2025, c'est de le faire à la place de l'État. Donc on a suffisamment maintenant de collectifs citoyens pour faire relever ce défi, de créer une plateforme et de publier nous-mêmes le corpus. Budgétairement, c'est pas énorme, il n'y a pas de contraintes particulières, on a les outils techniques, on a tout ce qu'il faut pour avancer. Mais c'est une question de volonté politique. Fabrice Dallongeville, joint par François-Louis Bourneau pour Sud Radio. Troisième mot, liste, Joe Biden allège les sanctions contre Cuba en échange de la liberté pour plus de 500 prisonniers. Les États-Unis retirent Cuba, de la liste noire des États soutenant le terrorisme. Ce sera l'un des derniers gestes de Joe Biden avant de céder les clés de la Maison-Blanche à Donald Trump, qui lui n'aurait sans doute jamais pris une telle décision. En échange en tout cas d'une libération de 553 prisonniers, l'île communiste n'est plus mise dans la même catégorie que la Corée du Nord, la Syrie ou bien l'Iran. Une telle décision s'imposait depuis longtemps, réagit Jorge Fernandez, un intellectuel cubain. C'est quelque chose que les citoyens de ce pays attendaient. Il n'y a aucune raison d'inscrire Cuba sur la liste des pays soutenant le terrorisme. Il n'y a aucune preuve concrète que Cuba est impliqué dans des actes terroristes. Et je pense que c'était un prétexte pour affamer quelque peu ce pays, réagit donc cet intellectuel cubain auprès de l'agence France Presse. Décision de Joe Biden très critiquée en revanche par une partie des républicains, du Parti républicain des États-Unis, farouchement hostile au régime cubain. Merci beaucoup Félix Mathieu. Allez, vous restez avec nous. Dans quelques instants, Jean-Luc Mélenchon accuse le PS de mettre à terre le nouveau Front Populaire en négociant avec le gouvernement Bayrou. Alors parlons vrai. Pensez-vous que les menaces de Jean-Luc Mélenchon vont peser dans la balance ? Et à cette question, censure, le PS va-t-il se soumettre à la France insoumise ? Vous dites oui à 75%. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. Nicolas Corato sera notre invité, président fondateur du think tank Place de la République. À tout de suite, on vous attend. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix pour commenter cette actualité assez dense ces derniers temps. Autour de cette table, nous avons décidé avec Philippe David un conclave pour décider...
avec le pape Bilger, là, c'est plus le président. Le rêve d'être enfermé avec vous 24 heures sur 24. Pas mal. Dans la chapelle Sixtine, il y a eu une femme pape qui a été absolument elle a été extraordinaire. Donc je m'inscris dans ses pas de la papesse. La papesse Jeanne en conclave et dans moi, la ça Sixtine. vous dérange pas, et moi Non, mais vous êtes Michel-Ange qui peint le plafond de la chapelle Sixtine. Voilà. Et vous avez votre apprenti, c'est Philippe David. C'est-à-dire que je dis rien, mais je peins, quoi. Ouais, vous peignez, c'est magnifique. Et il y a Philippe David qui vous passe les peintures et les seaux. Je peins la girafe. C'est ça que vous êtes en train de dire. Comme on dit, Françoise rien. avec nous. Allez, François Pupponi et tout de suite, c'est le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Alors comprenons-nous bien, nous sommes non pas dans une concertation, nous sommes dans une négociation. On est pour l'instant dans une phase où c'est difficile de dire ce qu'il en sera au final, mais en tout cas, il y a la volonté exprimée de part et d'autre d'aboutir à un accord. Je continue à avoir l'espoir qu'il n'ait pas l'appétit d'aller au bout de cette démarche, qu'il ne détruise pas le front que nous avons constitué. La gauche du tout ou rien, c'est aujourd'hui la gauche du rien. Je parle au nom de millions de gens qui ne veulent pas participer à cette mascarade. On peut effectivement s'ébrouer chaque matin et s'agiter en expliquant qu'il faudrait que le président démissionne. Mais enfin, le président, il n'a pas démissionné. Et Jean-Luc Mélenchon menace de présenter donc des candidats aux prochaines législatives contre tout socialiste qui ne vaudrait pas la motion de censure. En tout cas, voilà, les menaces sont tombées, Philippe. Alors parlons vrai. Est-ce que le PS joue perdant, quelle que soit sa position, qu'il censure ou pas, ou qu'il censure à moitié et l'autre moitié ne censurera pas, ce qui ferait peut-être imploser le groupe? Et à cette question censure, le PS va-t-il se soumettre à la France insoumise? Vous dites oui à 75%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et avec nous, Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Merci d'être avec nous, cher Nicolas Corato. Philippe Bilger. Bonsoir. Alors, vous avez la gentillesse de me questionner sur un sujet où je ne suis pas un agrégé socialisme. Est-ce mais non, vous êtes un non, mais citoyen. parce que c'est vrai que j'ai parfois le sentiment, quand il faut parler d'une famille politique que j'estime, avec laquelle je ne suis pas en accord, que évidemment je n'ai pas les tenants et les aboutissants de ceux qui connaissent parfaitement les coulisses du socialisme et de la gauche. Mais moi j'avais encore une fois une naïveté hier. J'entends de mon point de vue un bon discours de politique générale à la Bayrou, avec ses limites mais ses forces. Il donne des gages au Parti socialiste avec cette conférence qu'il n'a pas appelée sociale mais qui en réalité l'est. C'est un conclave. Et il donne, comme l'a très bien dit Françoise, des gages au Rassemblement national, mais il l'a toujours pensé. La banque de la démocratie et la proportionnelle. Et bêtement, j'imaginais qu'à partir de cela, il y aurait presque naturellement une volonté d'apaisement, que le PS serait convaincu de ne pas voter la censure parce qu'on lui avait donné quelque chose d'essentiel, et le Rassemblement national, de toute manière, n'allait pas la voter. Mais apparemment, tout ce que je pensais dans ma naïveté semble battu en brèche. Oui, parce que rien, les conditions ne sont pas réunies sur cette conférence sociale. Il est tout à fait normal, que le PS et le Parti socialiste, dans les négociations, n'acceptent pas. Ils ont passé des semaines à négocier. Moi, je trouve que la question, je l'entends, mais je pense qu'elle est biaisée parce qu'on a encore le nez sur les essuie-glaces. Je crois déjà que le Parti socialiste, déjà, dans cette séquence, a retrouvé quelque chose qu'il n'avait plus depuis 2017 au moins, et voire 2015, parce que, étant donné la chute du quinquennat de François Hollande, c'est-à-dire qu'il s'est repositionné comme un parti de gouvernement. C'est quand même la première fois depuis combien d'années que le Parti socialiste jaillit, est au centre du jeu et se comporte comme un parti de gouvernement, en l'occurrence avec Olivier Faure et Boris Vallaud qui négocient. Donc ça, déjà, moi je pense que c'est gagné. Il y a ce qu'on va faire comme commentaire de plateau, mais il y a l'opinion. Ça, je pense que déjà c'est gagné. Les menaces de Jean-Luc Mélenchon, vous savez, tout le monde peut faire dans l'autre sens. Hein. Ouh là là, je te mets des candidats partout. Bah oui, bah nous aussi on peut te mettre des candidats partout. Il faut jamais oublier que la France insoumise a autant besoin de ses partenaires que les partenaires ont besoin de la France insoumise. Donc tout ça est nul et non avenu. Moi, ça m'intéresse même pas. Après, la question c'est, est-ce que le PS vote la censure? Je ne suis pas certaine que le groupe, je suis même sûr que le groupe
ne va pas aller vers la censure sur le discours de politique générale, parce que j'ai envie de développer l'idée des censures utiles. Il y a les censures inutiles et il y a la censure utile. La censure utile, c'est quand vous censurez des choses concrètes sur un budget. Moi, je serais les socialistes, je me garderais bien de censurer là, même quitte à être seul à gauche, franchement, et j'attendrai le budget pour censurer. François Pupponi. Pardon. Il arrive ce qui devait arriver, ce qu'on a tous dit quand le Parti socialiste a été rencontré avec Mélenchon pour créer le nouveau Front populaire et souhaite gagner des postes, et ça a lien avec le Front populaire, après le 7 octobre. Parce que déjà, avant le 7 octobre, on savait ce qu'était le LFI, mais après le 7 octobre, les masques étaient tombés. Bon. Et on savait très bien qu'à la fin, Mélenchon allait essayer de les manger de tout cru. Parce que c'est le rêve de Mélenchon. C'est un trotskiste qui a toujours considéré que les socialistes étaient des sociotraites, comme on dit, toute ma vie. Plumer la volaille socialiste. Moi, j'ai toujours, chaque fois que j'étais avec un communiste ou un trotskiste, ils me disaient t'es un social traître. Ils ont ça, ils sont élevés au biberon avec ça, voilà, très bien. Et leur rêve, c'est de tuer les social traîtres. Ok. Et donc là, ce qu'a fait Mélenchon hier en menaçant les députés socialistes, ce n'est que ça. C'est de leur dire... C'est de la drôle de politique quand même. Oui, mais il est dans sa logique à lui. C'est les exterminer, parce que la prochaine élection, pour lui, c'est pas les législatives, c'est les municipales. Et moi, je peux vous dire que localement, LFI est à la manœuvre, et dans toutes les villes de banlieue où il y a des maires socialistes, ils vont essayer de leur prendre les villes. Et ils auraient raison quand on voit les résultats aux élections européennes dans ces quartiers. Donc ils se disent, on va tout leur prendre. Voilà. Oui, mais c'est. Oui, mais je suis d'accord, mais je ne sais pas qu'il va y arriver. Non, je dis qu'il est dans cette logique-là. Et mettez-vous à la place d'un député socialiste aujourd'hui. Il se dit oulala, si je vote la censure, c'est que j'ai peur de Mélenchon et donc j'ai pas le courage, pas d'honneur. Et si je vote pas la censure, j'ai mon courage et mon honneur. C'est ce qui est en train d'arriver, François. Donc c'est quand même, ça veut dire que les socialistes sont quand même en une vraie colonne vertébrale. Je finis. C'est ce que voulait Mélenchon, et Mélenchon a dit le PS a tué la nouveau Front populaire. Demain, il va créer un nouveau mouvement. Mais écoute, pardon. Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Moi, j'ai une question à vous poser. Là, j'ai l'impression de voir de l'intérêt électoral plutôt que de l'intérêt des Français. Donc, on est où là aujourd'hui ? Non, mais c'est vrai que tout ça peut paraître un peu tambouille. Moi, je reviens. Alors, je sais même pas pourquoi vous m'avez invité, parce qu'il y a Françoise Degois qui a tout dit et qui, de toute façon, ne justifie pas du tout mon intervention. Mais je vais quand même essayer sur ce que dit Françoise. Il est évident qu'aujourd'hui, d'abord, il y a un personnage qui apparaît. Vous avez beaucoup passé d'extraits de M. Mélenchon, mais moi, je trouve qu'Olivier Faure, alors on ne sera pas d'accord avec moi, mais se révèle depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, et apparaît effectivement comme celui qui réussit à remonter un parti socialiste qui était moribond avant lui, il faut le dire, quand même lui rendre cet hommage, et qui le ramène effectivement vers une zone de parti de gouvernement qui pourra devenir un recours demain quand on ira chercher des forces de progrès dans ce pays à même de gouverner et de remettre le pays à flot. Donc ça, ce sont des acquis qui sont très loin de la tambouille politicienne pour les prochaines élections électorales et qui, à mon avis, montrent que Olivier Faure sait aussi avoir une vision que pour le collectif et pas simplement pour lui-même. Et je pense qu'on peut lui faire ce crédit. Donc, par rapport à ça, effectivement, je pense que le Parti socialiste apparaît dans cette séquence comme un des partis dans l'Assemblée nationale qui était un peu plus en phase et avec les problématiques des Français qu'avec les problématiques partisanes qui sont quand même très courantes dans cette Assemblée. Donc moi, je trouve que la séquence, après on verra ce qu'en pensent les électeurs et les citoyens, mais la séquence, quand même, objectivement, est plutôt positive pour le Parti socialiste. Que pouvait-il faire d'autre ? Il y avait un trou de souris, éventuellement, pour faire suspendre cette réforme qui est unanimement combattue par les Français. On aurait trouvé quand même complètement délirant que le Parti socialiste ne tente pas la chose jusqu'au bout avec le dernier désespoir qui pouvait être le sien. En tout cas, on aurait mal compris que le Parti socialiste ne puisse pas utiliser cette faculté-là. Vous pensez que le Parti socialiste est encore un parti de gouvernement comme Nicolas Corato ? Venez nous le dire, ou si vous n'êtes pas d'accord aussi, au 0826 300 300. Philippe. Nicolas Corato, est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'appréciation très favorable que vous venez de formuler sur Olivier Faure dépend du moment où il s'exprimait ? J'ai l'impression qu'il n'est devenu
plausible et crédible qu'à partir du moment où une véritable opposition interne s'est instaurée au sein du Parti socialiste et que notamment François Hollande, à mon avis pas assez, a manifesté qu'il n'était pas d'accord avec cette ligne comme d'autres. Et donc naturellement, il a dû changer. Nicolas Corato. Non mais écoutez, moi je pense que de manière objective ou subjective, je vous laisserai juge. On peut noter quand même que Olivier Faure a 3 actifs dans son bilan. La première, c'est d'avoir récupéré et d'avoir tenu le parti une fois que M. Hollande et ses soutiens avaient quitté finalement le navire. Et il faut quand même lui reconnaître cet actif. Deuxièmement, sa réaction au soir de l'annonce de la dissolution pour tenter coûte que coûte de faire en sorte que la gauche ne disparaisse pas définitivement. Et ça, on peut aussi lui reconnaître ce crédit. Et la dernière séquence où il se rappelle aux yeux des Français et dans son propre camp comme un parti, comme un secrétaire général qui dirige un parti de gouvernement. Et ça, je sais très bien que ceux qui ont quitté le Parti socialiste, et j'en vois quelques-uns, soit pour aller rejoindre les camps de Macron, soit pour aller plutôt à la gauche, ne veulent pas l'entendre, mais ils ont laissé plus que la marque Parti socialiste lorsqu'ils ont quitté ce parti. Ils ont laissé aussi un positionnement d'un parti progressiste qui a une vocation à gouverner un jour. Et qu'on le veuille ou non, cette marque, elle restera de manière indélébile. Et je crois qu'Olivier Faure a eu l'intuition et l'intelligence de le comprendre peut-être avant d'autres. Enfin, le débat, c'est pas sur Olivier Faure, mais excusez-moi, vous dites qu'il a relevé le PS, c'est quand il était premier secrétaire que le PS a fait un 75 à la présidentielle. Ce qui est quand même pas... Attends, je veux répondre parce que j'en ai un peu marre d'entendre... C'est incroyable comment on dispute toujours... non, mais c'est vrai, 75. Mais d'abord, c'est Anne Hidalgo. Par ailleurs, quand Olivier Faure devient premier secrétaire, François Hollande a tout cassé. François Pupponi, il le sait très bien. Tous les cadres se sont tirés. Non, moi, c'est pas François Hollande qui a tout cassé. Dis-moi, c'est aussi tous les frondeurs qui sont avec Faure aujourd'hui. Maintenant, j'étais député. Mais comment les Laurent Baumel et tout ça? Je veux terminer. Excuse-moi, je veux bien que tout le monde se soit tiré chez Macron, François. Non, mais pas du tout. Tout le monde s'est tiré chez Macron. Les frondeurs, ils sont encore là. Il reste Laurent Baumel. Il en reste quelques-uns. Il en reste pas qu'un. Les Pourria et tout ça, ils étaient où? Mais Pourria. Ils sont où maintenant? Excuse-moi de te le dire. Écoute-moi, j'en ai ras-le-bol de Olivier Faure, il a pris un parti à terre. Vous êtes tous tirés. Écoute-moi, et je finis. Mais je rêve. Je finis. Vous vous êtes tous tirés. Vous vous êtes tous tirés. Attends, excuse-moi. Je termine. François, je vais finir. En 10 secondes. En 10 secondes. Vous vous êtes tous tirés, ok? Il a pris un parti qui était... François, avec sa politique, a tout cassé. D'accord. 6 ans après, le mec, il est à 66 députés et il va négocier. À quel prix 66 députés? Juste quand même. Moi, je veux bien qu'Hollande ait tous les torts. Non, mais je l'aime bien, Hollande. Je veux bien qu'Hollande ait tous les torts. Moi, j'ai vécu les frondeurs qui nous ont pas fait du bien. Non, mais ça, je suis d'accord, bien sûr. C'était tous les apparatchiks du PS qui se sont trouvés députés parce qu'il y avait le problème du cumul des mandats. Ok, donc ça, j'ai connu, je l'ai vécu. Mais ils sont plus là. La seule chose qui me fait un peu rire, c'est qu'on est un certain nombre à avoir quitté le PS pour dire allons tout de suite chez Macron pour essayer de faire évoluer les choses. Et qu'est-ce qu'il fait Olivier Faure à la fin des 7 ans de mandat? Nous allons dire c'est scandaleux, vous avez trahi. Mais il va pas chez Macron. Eh ben il va où? Il négocie. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Excuse-moi, t'as rien négocié du tout. Vous êtes embarqué. Mais pas du tout. Moi j'ai créé je suis jamais rentré chez Macron. J'ai créé le groupe Lyotte où on négociait par exemple l'autonomie de la Corse avec Macron. D'accord, mais t'es pas socialiste. Moi ça fait 7 ans que je négocie. Avec le gouvernement. Excuse-moi. Et alors, au bout de 7 ans, attends, je finis juste. Et au bout de 7 ans, après la dissolution, Olivier Faure arrive à la fin, je vais négocier, il est super. Et ça fait 7 ans qu'on négocie. Mais vous négociez pas de la même manière. Il mène une vraie négociation dans l'opposition. Toi, t'étais en MLD, excuse-moi. On était dans l'opposition. Les amis, Nicolas Corato. Nicolas Corato qui a compris qu'il était le renfort de Françoise de Goua maintenant. Il est le modérateur. Pardon, j'adore. On a Xavier aussi qui a envie de poser des questions. Les bureaux nationaux du Peut-être vous dire que, vous le savez très bien, Monsieur Pupponi, mais la meilleure manière de rentrer en négociation, c'est de générer un rapport de force. C'est vrai que c'est plus facile d'avoir un rapport de force quand on a la position d'Olivier Faure aujourd'hui que quand on est déjà pratiquement embarqué dans la Macronie. Si je peux me permettre, juste un exemple. Moi, j'ai négocié avec le président Macron, avec quelques-uns, l'autonomie de la Corse.
J'étais pas dans la majorité. Non, mais toi, t'es sui generis. Toi, tu es sui generis. Mais c'est un compliment que je viens de te faire. Est-ce que je peux finir? C'est un compliment que je viens de te faire. On l'a obtenu. Donc moi, je sais ce que c'est négocier avec la Macronie. C'est le premier président de la République française qui a dit OK pour l'autonomie de la Corse. Voilà. J'ai créé le groupe avec les nationalistes corses. On a imposé un rapport de force. On y est arrivé. Donc négocier avec la Macronie, on l'a compris très vite. Tu peux rendre grâce à Olivier Faure de l'avoir fait. 7 ans après. Non, mais tu peux lui dire OK, c'est bien ce que tu fais depuis 15 jours. 7 ans après, j'en suis content. S'il vous plaît. Dis-lui bravo et envoie-lui un texto. Les amis. Allez, on se fait des bisous. On se fait des bisous. Allez, 0826 300 300, Xavier est avec nous. Direction Floirac, à côté de Bordeaux. Xavier qui va mettre un peu d'eau dans le vin, évidemment, des vraies voix. Xavier, ne criez pas. Je vais essayer de mettre un peu d'eau dans le vin de François et Françoise, mais très humblement. Hein. Vas-y. Voilà. Alors, la question posée, c'est est-ce que le PS va se soumettre à LFI ? Alors, je pense pas qu'on puisse dire que le PS va se soumettre à LFI. Je pense surtout que le PS va essayer. Ah bah ils l'ont fait un petit peu quand même. Mais je pense surtout qu'ils vont essayer de répondre à leur intérêt électoral. Vous voyez, je veux dire, le PS c'est une machine électorale. Ils ont quand même pour principal objectif d'être élus. Et ils se doutent bien que si la scission s'opère avec LFI, ils vont avoir plus de difficultés à être élus que dans le cadre d'un accord. Je pense que cette menace de Jean-Luc Mélenchon, elle traduit aussi un fonctionnement un petit peu sale, un petit peu pas très propre. Voilà, on parlait tout à l'heure de tambouille. Ouais, c'est un peu l'intérêt électoral qui prime. Mais c'est pareil à droite, Xavier, c'est pareil à droite. Le débat est sur la gauche. Hein. Non, d'accord, ok. D'accord, ok, c'est facile. Mais on laisse finir, il y a pas. Oui. Mais sur le fond, pour finir, François, sur le fond, moi je pense que la gauche désunie, c'est la victoire de la droite. Je suis d'accord. Je pense que voilà, on a finalement une difficulté dans la Ve République à créer du compromis. C'est la structure politique actuelle, le fonctionnement des partis, l'intérêt de chacun, des élus à vouloir être réélus, aux partis d'exister. Donc bon, finalement, l'intérêt des Français, ça passe peut-être au deuxième plan. Il est bien ce Xavier, mais on peut quand même Non, mais enfin moi je trouve quand même que dans la séquence, le PS s'en sort pas si mal, honnêtement, vraiment même carrément bien. Le mot de la fin à Nicolas Corato, vous pensez que le PS... Ça les a pas gênés de voter la motion de censure avec le RN. Mais ça a gêné personne. Écoute, ils ont voté leur motion de censure, c'est pas parce que le RN la vote ou pas, ils étaient au bout de leur logique. Enfin, non mais moi je suis pas d'accord. Le mot de la fin à Nicolas Corato. Votre renfort préféré, Françoise Degois. Je suis assez d'accord avec moi, oui, c'est sûr. Oui, moi aussi d'ailleurs. Nicolas Corato. Non mais c'est pas le mot de la fin, mais peut-être pour poursuivre encore une fois sur ce que disait Françoise Degois en introduction. Si vous voulez des actes politiques et des faits politiques, il faut regarder effectivement des décisions qui sont politiquement impactantes. La prochaine étape sur laquelle les Athéniens vont s'attenir, c'est le vote du budget. C'est le budget, bien sûr. C'est le vote du budget. C'est le vote du budget sur lequel on verra s'il y a une gauche. Oui, mais alors, est-ce qu'on peut arrêter ce cinéma, Nicolas Corato? Arrêtons de ce cinéma d'Olivier Faure en disant oui, je suis en train de négocier. Voilà. Arrêtons ce cinéma de négocier. Il a vraiment négocié. Mais pourquoi vous dites que du cinéma? Il a vraiment négocié jusqu'au bout. Il continue à y négocier hier soir encore avec Lombard. Enfin. Je dis ça pour. Et comme vous me posiez la question, quand même, il faut rendre à César ce qui est à César. Qui est gribouille dans cette histoire? Qui est flou? Qui ne sait pas où il va? C'est Monsieur Bayrou. Et Macron derrière qui tire les ficelles. Bayrou, c'est exactement où il va. C'est pas Monsieur Faure qui est perdu et qui n'a plus de boussole. Il vient d'arriver, il faut lui laisser le temps. Un discours de politique générale aussi indigent que celui auquel nous avons assisté. Oui, mais c'est Macron qui tire les ficelles derrière. C'est exactement où il va. Je ne veux pas créer un nouveau front avec vous. Ça fait 40 ans qu'il en rêvait de ce jour-là. Et merci à Nicolas Corato pour ce néologisme. Les Athéniens vont s'atteignir. Alors celle-là, elle est fabuleuse. Merci en tout cas Nicolas Corato d'avoir été avec nous. À moins que vous vouliez rester pour le qui c'est qui l'a dit. Oui, vous avez le droit. Il est trop fort. Ah oui, il est fort, Nicolas. Je vais encore perdre face à Philippe. Non, mais parce qu'il triche, mais n'importe quoi. Écoutez, vous avez 3 minutes pour réfléchir si vous voulez rester ou pas. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus.
Après cette dispute, ce brouhaha de cours d'école, voilà, on les a tous remis en cas. Passionnant, vous avez raison, Philippe Bilger. Philippe Bilger autour de cette table, Françoise Degois, avec nous François Pupponi et notre ami Xavier. Il est fort ce Xavier. Oui. Xavier qui va nous lancer le jungle, comme on dit. Le jingle, il n'est pas difficile de jouer, mais de s'arrêter de jouer. Voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Ils sont forts, nos auditeurs. Un grand moment. Allez, qui c'est qui l'a dit, mon cher Xavier? Pour vous, j'espère, ces 3 premiers points. Je respecte toutes les forces politiques, sauf le RN. Fastoche. Rebsamen. Bonne réponse de Xavier. C'était l'échauffement. C'était combien de points? 3 points. Maintenant, mets tout à 3 points. Vous mettez tout à 3 points, il n'y a plus aucun suspense. Parce qu'il y a eu de l'inflation. Qui l'a dit? Franchement, c'est dingue. Vous êtes vraiment des tricheurs et des racailles. Moi, je ne peux plus. Je ne peux plus participer à cette Comment émission. vous me causez? Non, mais je vous cause comme vous méritez. Qui l'a dit? Françoise, on met des pénalités maintenant. Voilà, à 3 points. Mélenchon veut faire peur. Je suis bien placé pour en parler. Laissez-le se fatiguer. Il a la colère facile, la menace permanente. On garde son calme et il se fatiguera vite. Xavier. J'aime bien. Oh, il a été député socialiste pendant longtemps. François Pupponi. C'est pas Corbiès. Non. Essonne. Bonne réponse, Julien Drey, François Pupponi. Très bien, merci. Écoutez bien, mon cher Xavier, celle-là, j'aime beaucoup. Sur Jean-Luc Mélenchon, certaines personnes âgées deviennent méchantes après un certain âge. Les EHPAD accueillent les personnes âgées atteintes de démence. Je l'ai vu passer, c'était très violent. Attendez, Xavier. Non, je passe. Je l'ai vu passer. C'est un chef de parti. C'est Roussel. Bonne réponse de Françoise. Mais on n'entend plus le bruit, Cécile. Écoutez-le. Mais si. On l'entend. Le bruit, parce que vous êtes trop occupé à pomper, c'est ça? Non, mais n'importe quoi. Non, mais à pomper. Moi, je suis comme Gérald Ford. Je ne peux pas faire 2 choses à la fois. Ah oui, pardon. Mais pomper, ça veut dire recopier. Mais qu'est-ce que vous êtes graveleux en plus? Je ne savais pas qu'on pouvait avoir de l'avancement comme ça. C'est graveleux. Qui l'a dit à 3 points? Le gouvernement s'entête à mener une politique battue 3 fois dans les urnes. Ce que nous défendons, c'est le respect de la démocratie. Xavier. Vous avez presque la même voix. Bonne réponse de Xavier. C'est Panot, Bompard. Qui c'est qui l'a dit? Le travail des femmes n'est pas l'ennemi de la fécondité. Xavier. Alors c'est une ministre qu'on a nommée, je crois, citée une seule fois. Qu'on a cité une seule fois. Dans les vraies voix. Annie Genevard. Non. Genté. Non. Panay-Runacher. Non, elle a aussi un nom composé. C'est Montchalin. Non, Méline Monchalin. Non, Panay-Runacher. C'est pas un nom. C'est un ministre actuel. Bonne réponse, Astrid Panosyan-Bouvet, la ministre du Travail et de l'Emploi. Il est fort, ce Xavier. Non, eh bien, écoutez, Xavier, 9 points. Françoise Degois et François Pupponi, 3 points. Philippe Bilger, 0 points. C'est-à-dire que Xavier, il est fort que les 3 réunis. Non, mais Xavier gauche, François et moi, donc la gauche triomphe. 9 et 3 et 3 et 6, 15. Voilà, c'est comme ça. Dans les urnes, ce serait pas parfait. Le procureur est Fanny. Oui, mais Xavier. Levez la droite, ça correspond à ce qu'est la droite dans ce pays. Je voulais juste vous dire que cette émission est inversement proportionnelle à la vraie vie. Non, la droite dans les choux, c'est bizarre. Mais le procureur n'a même pas participé. Vous l'avez laissé gagner. Parce qu'il est grand comme Laurent Wauquiez. Il ne descend pas de son rocher, bien sûr. Plutôt retaillé. Xavier. J'avais oublié. Merci Xavier, on vous embrasse très fort. Vous faites quoi dans la vie, Xavier? Merci à vous, les vraies voix. Je suis enseignant en droit et économie de l'audiovisuel. Parfait. Passionnant. Ça explique beaucoup de choses. Ça y est. Vous avez vu la suspicion, les gauchistes, profs, etc. C'est dingue. En toute amitié, franchement. Merci Xavier, vous étiez un très bon candidat. Merci beaucoup formidable, en tout cas, et un très bon auditeur qui nous a, vous nous avez nourris. Restez avec nous dans un instant. Le journal, bien entendu, un bulletin météo avec Rémi André et le coup de gueule de Philippe David. Sur les indignations à géométrie strictement variable. Ah, ça, vous l'avez déjà fait, celui-ci. Oui, mais c'est sur un autre sujet. Décidément. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Et autour de cette table pour commenter l'actualité comme tous les jours, bien entendu, Philippe Bilger, François Pupponi est avec nous, ancien député, Françoise Degois. Et vous, 0826 300 300, ce même numéro sur lequel vous nous laissez des messages. Et avec Philippe David, on les écoute tous, sachez-le. Et on a choisi celui-ci aujourd'hui. Bonjour Guy de Pont-au-Combo. Les citoyens ont besoin de proximité. Il faut supprimer les grandes régions qui n'ont pas lieu d'être et qui ont permis d'empiler encore une feuille sur l'administratif existant. À votre disposition, au plaisir, au revoir. C'est vrai que les grandes régions, ça n'a pas franchement amélioré les choses, et notamment le choc de simplification promis par François Hollande à l'époque. La proximité surtout. Tout le monde est d'accord pour l'exigence de simplification géographique, mais n'est pas d'accord sur la structure qu'il faudrait supprimer. Et franchement, j'entends qu'on veut maintenir tout le temps le département, il me semble, mais non, même pas, François, parce que j'avais l'impression que les grandes régions, aussi mal faites qu'elles aient été structurées, mon Dieu, elles étaient un peu passées dans l'efficacité. Non mais, effectivement, je pense que la loi NOTRe, la fameuse loi NOTRe, n'a pas été si performante que ça, c'est entraîné. Ok, il y a un échelon, voire deux échelons de trop. Et tout le monde considère que l'échelon de trop, c'est le département. Ah bon ? C'est pour ça qu'il y a eu des expérimentations qui ont été faites à Lyon, en particulier dans l'Oise, ou dans l'Alsace, pardon, où globalement ce sont les métropoles qui ont pris la place du département. La métropole de Lyon, quasiment, c'était voilà. Et donc l'idée, c'est qu'il y ait un échelon régional relativement haut pour concurrencer les régions européennes, et un échelon local qui soit à taille humaine pour des notions de projet, et ensuite la commune. Mais la commune, sincèrement, on connaît tous des communes où il y a 200 habitants, 300 habitants, 11 conseillers, 15, 11 conseillers municipaux, voilà. Donc il faut réduire le nombre de communes, faire des intercommunautés plus efficaces et supprimer. Alors le problème du département, c'est que pourquoi on ne le supprime pas et pourquoi personne n'en veut ? Parce que c'est le département qui gère les dépenses sociales. Voilà, et que tout le monde se dit oulala, qui se le garde ? Ça coûte de l'argent. J'ai pas eu. Alors ni l'État peut prendre, ni la région, ni les intercos. La logique, ça serait que ce soit l'intercommunalité qui gère les dépenses sociales. Parce que c'est pas un problème départemental, c'est par bassin de territoire. Voilà, donc on va y arriver un jour, mais pour l'instant, personne n'ose faire cette grande réforme. Je finirai juste avec qu'on soit enfin une vraie république décentralisée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, lorsque les collectivités locales votent une délibération, le lendemain, il y a un fonctionnaire de la collectivité territoriale qui va à la préfecture, qui fait un tampon, et puis il y a des fonctionnaires de la préfecture qui vérifient si la délibération a été bien votée, et puis qui écrivent au maire en disant « vous n'avez pas bien fait votre travail ». Donc, où on assume que les élus sont compétents, et puis il y a des jugements et des tribunaux pour les sanctionner au cas où, mais quel intérêt de garder cette tutelle de l'État sur tous les actes administratifs pris par une commune ? Dans une république décentralisée, on fait confiance aux élus. Françoise Degois. Parce qu'on n'est pas une république décentralisée, que nous ne le serons jamais, nous sommes 100% jacobins, et puis est-ce qu'on peut pas en accepter l'augure, hein ? Moi écoutez, je ne sais pas, je n'ai pas de religion là-dessus, et je suis d'accord avec tout ce qu'a dit François, notamment sur le département, et puis sur les enjeux politiques. Non, mais sur les enjeux politiques. Le nombre d'élus, de présidents de département, tout ça, mais reconnaît quand même François Pupponi que ça a été fait n'importe comment, la fusion des régions sur un coin de table, Stéphane Le Foll, François Hollande, je les aime beaucoup, encore une fois, mais ça c'est n'importe quoi, en fait. J'adore Françoise, c'est une caresse et bam, derrière ça. Non, mais parce que j'ai assez soutenu contre vents et marées François Hollande pendant son quinquennat pour dire un petit peu... On est heureux même au-delà... Non, mais au-delà même de la mauvaise foi, Allez les amis, franchement, comme vous avec Retailleau, tu vois. Est-ce que ça ferait des économies ? Juste une chose, je ne suis même François. Non, on n'a pas le temps, les amis. Non, mais on aurait pu espérer, en fait, ça n'en fait pas. Ça n'en fait pas. Allez, dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Un coup de gueule sur des indignations à géométrie variable, mais surtout sur des silences assourdissants. À tout de suite, les amis. Oula. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Et très bien entouré avec Françoise Degois, Philippe Bilger, François Pupponi et vous au 0826 300 300. Dans un instant avec Félix Mathieu dans l'Info Plus, le statut d'auto-entrepreneur a battu des records en 2024, on va en parler. En attendant, Philippe David, il va parler tout seul. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un clocher sous lequel j'aimerais que les chrétiens du monde entier puissent pratiquer leur foi
sans avoir aucune crainte. Pourquoi ce coup de gueule aujourd'hui? Parce que l'ONG protestante Portes Ouvertes a dévoilé son index annuel des chrétiens persécutés. Et le moins qu'on puisse dire est que les chiffres ne sont pas bons et même qu'ils empirent. En effet, l'an passé, l'ONG comptabilisait 365 millions de chrétiens persécutés dans le monde. On est passé à 380 millions un an plus tard. Car être chrétien est dangereux dans 78 pays. 4476 fidèles ont d'ailleurs été assassinés à cause de leur foi en 2024, un chiffre en hausse constante depuis 10 ans. Outre la Corée du Nord, c'est en Afrique subsaharienne que la vie des chrétiens est la plus menacée. Sur les 15 pays de la région, 13 ont des niveaux d'extrême violence contre eux. Le pire est d'ailleurs le Nigeria, puisque sur les 4476 chrétiens assassinés, plus de 3000 l'ont été dans ce pays, où plus de 35 000 chrétiens ont subi le même sort depuis 2015. Au Pakistan, les lois anti-blasphème ont fait exploser le nombre de personnes emprisonnées pour ce chef d'accusation, en passant en 4 ans de 11 à 767, toutes ou presque chrétiennes. En Algérie, les 47 églises protestantes chrétiennes ont été fermées et les conversions au christianisme ne sont plus tolérées. Et c'est contre ce silence assourdissant face à ces persécutions que je viens pousser ce coup de gueule. Ceux qui osent parler d'islamophobie d'État, je mets des guillemets en France, sont bien muets pour dénoncer la christianophobie d'État. Pas besoin de guillemets dans ce cas, en Algérie, en Afrique subsaharienne ou au Pakistan. Ceux qui parlent de génocide à Gaza sont également bien muets pour dénoncer les meurtres de chrétiens, voire même les crimes de masse commis contre les chrétiens d'Orient qui ont quasi disparu par Daesh. On pense en France aux Ouïghours à juste titre, mais personne ou presque n'ose prendre la défense des chrétiens de peur de se faire qualifier d'extrême droite. Alors courage à tous ces chrétiens persécutés et soyons chaque jour plus nombreux à prendre leur défense. Je vous rejoins absolument, Philippe. Si j'osais, je regarde dans ces persécutions, dans ces éradications, quelque chose qui est une forme d'hommage paradoxal au christianisme. Certes, le catholicisme a connu des horreurs et encore des dérives totalement inadmissibles, mais c'est comme si on percevait dans le christianisme quelque chose qui est profondément irréductible aux pouvoirs dictatoriaux. Et en ce sens-là, je trouve que, il me semble, c'est quelque chose qui peut rassurer celui qui y croit. C'est surtout irréductible aux pouvoirs dictatoriaux, mais à certaines autres religions. On voit bien ce qui se passe, par exemple, en Inde. Oui. Les chrétiens sont massivement persécutés en Inde. On ne parle pas assez de maudit. Maudit soit lu. Je vous invite à... Je vais finir, moi, j'ai beaucoup aidé les chrétiens d'Orient. Et j'ai accueilli en particulier tous ceux qui partaient d'Irak à cause de Daesh. Bon. Et un jour, c'est le patriarche des Chaldéens, sa béatitude Louis Sacco Ier, qui m'a dit, écoutez, c'est gentil, mais arrêtez de nous en prendre. La vraie question, c'est quand ils sont persécutés, la première réaction qu'on a, c'est de les faire venir pour les protéger. Mais à ce rythme-là, dans 10 ans, il n'y aura plus de chrétiens en Orient. Enfin, les chrétiens d'Orient ont disparu de l'endroit où ils étaient là depuis des milliers d'années, puisqu'ils se sont christianisés il y a 2000 ans, mais ils existaient avant. Enfin, ils n'étaient pas chrétiens, mais les populations existaient avant. Donc c'est un vrai sujet, c'est comment on les protège. On fait le constat. Oui. Mais aujourd'hui, leur seul sursaut, c'est de partir. Les Arméniens sont partis en 1915, voilà, les Chaldéens aussi, et ils partent de Turquie maintenant, ils partent d'Irak, ils partent de Syrie, voilà, ils partent de partout parce qu'ils sont plus en sécurité. Mais donc, c'est le grand remplacement. Oui, enfin non, tu peux pas atterrir sur le grand remplacement. Non, mais tu peux pas atterrir là-dessus. Enfin, je veux dire, depuis la nuit des temps, les chrétiens sont persécutés dans le monde arabe, les juifs sont persécutés dans le monde arabe, les musulmans sont persécutés par les croisades. Donc, écoute, moi, là où je suis pas d'accord, c'est que il y a aucun problème. Regarde François Pupponi, Philippe, regardez, il est de gauche, moi aussi. La gauche n'a aucun problème, vraiment aucun problème. Non, mais ce que vous dites, c'est que moi, je m'en fous de passer pour une affreuse réac. Eh bien, je protège les chrétiens, mais je protège les juifs et je protège aussi les musulmans persécutés par les islamistes. Merci beaucoup Philippe David et merci à vous. Tout de suite l'info en plus et c'est Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio.
Et enfin, de bonnes nouvelles, le statut d'auto-entrepreneur a battu des records en 2024. Ouais, sur plus d'1 million de créations d'entreprises l'an dernier, les 3/4 environ étaient des auto-entreprises, des activités lancées sous le statut d'auto-entrepreneur. Constat dressé par François Hurel, président de l'Union des auto-entrepreneurs. Et nous sommes en ligne avec lui. Bonsoir François Hurel. Ça tombe bien. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Le constat, c'est donc le succès sans précédent de ce statut d'auto-entrepreneur créé il y a une quinzaine d'années. Je crois que vous étiez d'ailleurs un peu à la manœuvre à l'époque. Mais vous en appelez aujourd'hui à assouplir davantage les contraintes administratives. C'est un statut censé être assez souple, mais qui est encore trop lourd selon vous. Alors effectivement, on se satisfait très largement des chiffres, un peu plus d'1,1 million créations en 2024 en France, 75% ce sont des auto-entrepreneurs. Démonstration que c'est un régime qui séduit parce qu'il est facile, parce qu'il est intuitif, et puis il est l'expression de la liberté. Et ça me paraît absolument essentiel. Oui, mais, il y a toujours un petit mais, c'est que finalement, on s'aperçoit que ce régime, quand bien même serait-il simple, ultra simple, quand bien même séduirait-il, il y a toujours des esprits chagrins pour nous expliquer qu'il faut le complexifier, qu'il faut en réduire la durée, qu'il faut en limiter le chiffre d'affaires, etc., etc. Bref, dès que quelque chose fonctionne, il y a toujours un esprit chagrin pour expliquer qu'il faut le transformer, comme si la complexité devait devenir une fatalité dans ce pays. Le chiffre d'affaires annuel, c'est combien, le plafond ? Quand on fait de la prestation de service, c'est-à-dire lorsqu'on est par exemple journaliste, c'est 40 000 euros, un peu plus de 40 000. Lorsqu'on fait de l'achat pour revendre, c'est-à-dire en fait du commerce, c'est un peu plus de 70 000. C'est-à-dire, en gros, si je traduisais ça en SMIC, c'est 3 SMIC et demi pour les deux. Et finalement, ce plafond, dites-vous, ça dissuade un peu certains auto-entrepreneurs qui pourraient grossir de le faire parce qu'ils auraient peur de la complexité des autres statuts ? C'est un constat que nous faisons. Plus des 3/4 de tous ceux qui pourraient grandir, qui pourraient franchir le seuil, qui pourraient s'orienter vers une autre entreprise, changer effectivement la dimension, ne le font pas parce qu'ils nous expliquent que c'est trop compliqué et qu'ils veulent rester dans le simple. C'est donc la démonstration finalement que c'est la simplicité qui est plébiscitée. Alors qu'en réalité, comme je vous le disais, il y a toujours des esprits chagrins pour nous expliquer qu'il faut le complexifier. Parce que quand on gère une entreprise, il faut que ça soit complexe. Ouais. C'est malin de dire ça. C'est une sortie aussi de reconversion, beaucoup les auto-entrepreneurs aujourd'hui. Alors, c'est de la reconversion. La réponse est oui. C'est aussi une façon de s'affranchir, de s'épanouir. S'épanouir, ça veut dire que on peut le faire soit à titre exclusif, et il y en a beaucoup, à peu près le tiers. Les deux autres tiers le font à titre cumulatif ou alternatif. D'accord. On est dans une société du libre choix de la façon de travailler. C'est tant mieux. C'est le nouveau regard des Français sur le travail. Vous avez tellement... Pardon, Françoise. On a 40 secondes. 40 secondes. Moi qui suis nul, j'ai été auto-entrepreneur à une certaine époque et c'était d'une simplicité absolue. Et pour que j'y parvienne, il fallait vraiment que ce soit François, non mais moi j'ai juste un bémol, c'est que le problème de l'auto-entreprise, c'est qu'elle est en train de se substituer au statut de salarié, de CDI, de CDD, etc. Il est là le sujet. Ah bah si, je ne crois pas. Le nombre de rédactions qui vous demandent maintenant d'être en auto-entreprise aux jeunes journalistes, mais de plus en plus, enfin les sociétés de production, les rédactions, etc. Donc c'est pas. La question, je pense que c'est la réalité. La question, François, laissez-le spin répondre. Pourquoi voulez-vous le placer en concurrence ? Il est en complément. Il n'est pas en complément. Il n'est pas en concurrence. Il n'est pas en concurrence. En quoi ça gêne que c'est pas les mêmes protections sociales, c'est pas les mêmes protections. C'est pas les mêmes protections sociales. Non, c'est pas ce que dit Françoise. C'est pas ce que je dis. Françoise dit que plutôt que salarier des gens, on les pousse à faire de l'entrepreneuriat, l'auto-entrepreneuriat pour éviter de payer des charges sociales. Et donc évidemment, mais ça n'a rien à voir avec le statut. Le statut reste formidable. C'est-à-dire qu'en réalité, il faudrait que les charges soient systématiquement payées par un employeur pour que ça marche. Alors qu'en réalité, un auto-entrepreneur, il paie ses propres charges. Mais très peu, très faible par rapport à la protection sociale. Très faible, vous le savez bien. Alors, pardonnez-moi, si on parle de protection, sachez juste qu'un auto-entrepreneur, lorsqu'il s'agit d'assurance de maladie et de maternité, c'est la même protection.
Lorsqu'il s'agit d'allocation familiale, c'est la même protection. Le chômage, pardon, Cécile, elle a raison. Parce que là, on est dans le mur. Merci beaucoup, François Hurel, d'avoir été avec nous, président de l'Union des auto-entrepreneurs, avec une info importante qui vient de tomber. Oui, Israël et le Hamas ont accepté un accord pour un cessez-le-feu à Gaza et la libération d'otages. C'est une source proche des négociations qui se tiennent à Doha, au Qatar. Restez avec nous. Merci beaucoup, Félix Mathieu. On revient dans un instant avec le tour de table de l'actu des vraies voix. Sud Radio, votre avis fait la différence. J'adore vos débats. On entend des choses qui changent un peu de la doxa généraliste qu'on entend trop partout. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec bien évidemment Cécile de Ménibus, le pape du conclave des vraies voix, Philippe Bilger, Françoise de Gois, la papesse Jeanne des vraies voix. C'est moi. Et le grand cardinal, c'est un peu le Mazarin des vraies voix. Ça vous va? François Pupponi. Ouais, je sais pas quand je dois le prendre, mais oui. Mais c'est plutôt flatteur quand même. Un très grand diplomate. Je vais relire un peu ce soir l'histoire et je vous dirai demain. Vous avez dit quoi? C'est un peu le cardinal Mazarin. Borghese, appelle-le ou Borgia. Ça dépend sur quel moment de l'histoire. C'est ce que j'étais en train de dire. C'était dans le bon moment pour moi. Ouais, chacun ses moments. Ok, très bien. Mais les Borgia, c'est bien aussi. Hein. César, comment tu vas? C'est toi, César Borgia. Allez les amis, tout de suite le tour de table de l'actu des vraies voix. Apporte-moi seulement de quoi lire. C'est un bon livre? Je sais même plus. Ça m'embête un peu, ça. Il a lu un livre dans sa vie et il fallait que ça tombe sur celui-là. Le tour de table de l'actualité. Et Philippe Bilger voulait faire votre tour de table sur la présidente de l'Assemblée nationale qui s'est dit déçue par l'absence d'engagement de François Bayrou sur la fin de vie. Oui, alors il y a deux choses qui m'ont frappé. D'abord, on ne peut pas reprocher à François Bayrou d'avoir fait une déclaration de politique générale un peu longue. Elle n'a duré qu'1h30. En définitive, et il ne pouvait pas aborder tous les sujets. Et deuxième élément, je sens que je passionne par mon tour de table. Le deuxième élément, je me demande si une présidente de l'Assemblée nationale qui aurait souhaité qu'il parlât de la fin de vie ne devrait pas être soumise tout de même à une forme d'obligation de réserve. Moi, ça me gêne un petit peu. Alors, moi, ce que je comprends de Yael Braun-Pivet, en fait, depuis quelque temps, c'est que j'entends tout ce que vous dites, vous avez raison, mais ce que je comprends, c'est qu'elle est en train de jouer sa carte personnelle, en fait, Yael Braun-Pivet. Elle s'est d'abord instaurée, d'ailleurs, avec Gérard Larcher, comme les deux garants, d'une certaine manière, des institutions, président du Sénat et de l'Assemblée, mais ce que je comprends vraiment d'elle, c'est que petit à petit, elle joue sa carte personnelle. Elle sent bien que dans la Macronie, Gabriel Attal est complètement à côté de ses pompes. Je ne sais pas si vous avez vu hier, c'est le discours le plus atterrant, inodore, incolore et sans saveur. On ne reconnaît pas Gabriel Attal. On ne reconnaît pas. On sent bien qu'il est en train de traverser une phase complètement mortifère, en fait. Bon, il vient d'évidemment se redresser, mais je pense que Yael Braun-Pivet fait ce constat, la Macronie, il y a quelqu'un peut-être pour relever le drapeau, et je pense que elle est dans cette logique de je joue ma carte, donc je plante mes cailloux. Elle joue sa carte, hein. Pourquoi pas pour 2027? Non, mais je pense qu'effectivement, l'appétit vient en mangeant, et donc elle se voit peut-être présidentiable. Bon, pourquoi pas. Moi, sincèrement, je pense qu'elle a fait une faute politique de se représenter au perchoir après le résultat des élections. Parce que le message donné aux Français était catastrophique, c'est-à-dire on a voté et on garde les mêmes. Oui. Tout change pour que rien ne change. C'est Lampedusa. Une partie de la chute de Barnier, c'est ça aussi derrière. Mais quelle opinion elle a aujourd'hui? Enfin, on a d'elle aujourd'hui. Alors, moi, je sais pas, parce qu'elle est plutôt pas mal dans les sondages, mais je pense qu'il y a une Braun-Pivet, par exemple, fait passer les messages à la gauche, qu'elle plaide pour la gauche. Elle fait partie des rares qui ont plaidé au moment, si vous voulez. Mais qu'est-ce qu'on connaît de ses positions, au fond? En vérité, pas grand-chose. Rien. Je dirais une macroniste critique, non? Je la verrais comme ça. Enfin, en tout cas, elle appuie la gauche. Partout où elle peut, elle appuie à gauche. Je sens qu'elle veut vraiment récupérer le talisman en même temps, en réalité. Hein. Voyant que Gabriel Attal est un peu à terre, moi, je vois ça comme positionnement de Yael Braun-Pivet. Je pense que ça n'existe pas, hein, on est d'accord. Je pense qu'il y en a un qui, s'il réussit à Matignon à toutes ses cartes à jouer, c'est Bayrou. Je suis d'accord avec vous, qui fera absolument la synthèse de justement, très bonne transition, François Pupponi, avec ce mot conclave, le nouveau mot à la mode. Oui, moi j'ai été quand même un peu effaré hier, je dirais, dans le bon. Moi je connais François Bayrou, je connais bien ses rapports à l'histoire, et chaque fois qu'il prend la parole et qu'il prononce un discours, c'est du Bayrou. Je pense que ce discours-là, il en a rêvé depuis 40 ans. C'était presque un discours de présidentiel. C'était sa vision de la France.
C'est lui qui écrit. Et le rapport à la religion, à l'histoire et au conclave. Alors tout le monde a dit non, mais le conclave, c'est un endroit où on se réunit. Non, le conclave, quand on regarde le dictionnaire, c'est là où les cardinaux s'enferment à clé pour décider du pape. Et le fait que dans un discours d'un Premier ministre à l'Assemblée nationale, on parle 3-4 fois de conclave et que ça soit repris. Enfin, dans une république laïque, j'ai trouvé ça très, très malin de la part du Premier ministre et très intéressant. Donc il a ressorti les mots que plus personne n'avait entendus, ne connaissait. Et d'ailleurs, on a vu hier les commentateurs qui ne savaient même pas ce que c'était un conclave. Il revient à la mode. Mais il revient à la mode et voilà, et c'est le grand retour de ce passionné d'histoire qui est François Bayrou. Je finirai là-dessus. Moi, un jour, je suis allé le voir à Pau quand j'étais président de l'ANRU. Avant d'aborder l'Agence nationale de rénovation urbaine. L'Agence nationale de rénovation urbaine. Et avant, on était avec le Premier ministre Cazeneuve. Et avant d'aborder le problème de rénovation urbaine, on a eu d'abord un cours de 2 heures sur Henri IV. François Degois, fumée blanche à l'arrivée. Non, ce qui est passionnant chez François Bayrou, que je connais pas comme élu, mais comme journaliste, et puis nous sommes nés à 20 km d'écart. Donc moi, je suis né à côté de Lourdes, et lui, il est à 20 bornes. Donc il est sur la route de Bétarame. Ce qu'on oublie toujours de François Bayrou, c'est que d'abord, c'est quelqu'un qui est un grand croyant, et qu'il est forgé quasiment dans une vision mariale, de la cité mariale. Tout le monde oublie que François Bayrou considère qu'il a un destin, mais quasiment religieux. Hein. Avant d'être un roi, il est avant tout presque un croisé. Et ça, tout le monde l'oublie. Et moi, ça m'a fait tout à fait marrer, mais ça ne m'a pas du tout étonné qu'il utilise conclave. Et j'adore bien sûr l'histoire du Vatican, puisque vous savez que je vis entre Paris et Rome. Et évidemment, le conclave, j'ai dit, c'est incroyable. Le type, il arrive, il est dans la Sixtine, il enferme les cardinaux parce que c'est dans la chapelle Sixtine qui sont enfermés pour le pape. Et donc j'ai dit, il y a quelque chose chez ce type qui fait que d'ailleurs, il marche sur l'eau, il se mélange ses feuilles, il s'en fout, il se moque de lui-même. Il se déclare parfois immortel. Ouais, alors, non mais il y a la dimension mariale, lourdaise, religieuse chez Jean-Luc Mélenchon, j'ai envie de dire, pardon, chez François Bayrou. C'est pas la même chose, c'est pas la même religion. Il a une religion autre, mais il a une grande puissance mystique aussi, Mélenchon. Je rejoins ce qu'ont dit Françoise et François. J'ai été frappé de voir avec quel... D'abord, il lisait son discours, donc il était moins gêné par ses problèmes de bégaiement dominé. Et ensuite, il est parvenu à introduire des maladresses que moi j'ai prises pour une forme de presque de décontraction, désinvolture. La moitié il a peur de rien. Il a peur de rien. Il y a personne qui va l'ébranler. La moitié de son discours, c'était des je gamins vais pas avoir le temps de finir mon tour de table, il me reste 40 secondes. Pardon. C'est pas grave, juste parce que un type qui a peur de rien, c'est le président sud-coréen qui a été battu, je voulais juste vous le signaler. Yoon Sung-yeol, eh bien, vous avez vu qu'il a fallu 4000, vous avez vu ces images, 4000 policiers pour aller le déloger de sa résidence principale, enfin de chez lui. La résidence présidentielle. De la résidence présidentielle, parce qu'il était lui-même gardé par la sécurité intérieure. Et il s'est rendu, il est trop aimable, ce monsieur, il dit, je me rends pour éviter un bain de sang. On est au délire. La Corée du Sud est quand même une grande démocratie. Il a perdu les élections. Toute ressemblable. Il a été démis. Il a été démis, mais tout. Il avait voté un texte. Mais il avait voté la loi martiale. Bien sûr, il avait voté. Telle obstination aurait mérité qu'on maintint. Non, mais voilà. Je suis d'accord. J'adore. On se croirait dans La Fontaine. La réalité, je voulais juste signaler ça. Je dis c'est complètement dingue. Et donc, en réalité, le Capitole de Trump fait des adeptes. Attention, c'est pas tout à fait le même niveau, mais quand même Emmanuel Macron qui s'accroche contre vents et marées après avoir tout perdu, à vouloir continuer à gérer ce pays. Attention, parfois ça finit pas bien. Merci beaucoup Françoise Degois, merci beaucoup Philippe Bilger et merci beaucoup François Pupponi. Dans un instant, François Bayrou de retour qui annonce donc cette réouverture des négociations sur les retraites avec un conclave. Merci François. De 3 mois. Alors parlons vrai, est-ce que cette annonce va dans le bon sens pour faire baisser les tensions? Et à cette question, le conclave sur les retraites a-t-il une chance d'aboutir? Il faudrait un miracle pour vous, puisque vous dites non à 92%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Petite pause, ne bougez pas, un peu de pub et on revient dans un instant, tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Et pour ce second débat autour de cette table, Philippe Bilger, Françoise Degois, François Pupponi et vous au 0826 300 300 avec Philippe David. On est ravis de vous accueillir pour ce coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Je choisis donc de remettre ce sujet en chantier avec les partenaires sociaux
pour un temps bref et dans des conditions transparentes, selon une méthode inédite et quelque peu radicale. Ils écoutent ce que les parlementaires, les syndicats, les Françaises et les Français disent depuis 2 ans. Il faut abroger cette réforme. Si jamais les partenaires sociaux arrivent à une autre version, alors ça remplacera la réforme. Nous pouvons, j'en ai la conviction, rechercher une voie de réforme nouvelle, sans aucun totem et sans aucun tabou. Le problème, c'est qu'il dit que s'il n'y a pas d'accord avec le patronat, c'est la réforme actuelle qui s'applique. Parce qu'il y a un déficit démocratique sur cette réforme. Et François Bayrou accepte donc de rouvrir les discussions sur les retraites. Ça va durer 3 mois pour négocier en cas d'échec. Le représentant, en tout cas, la précédente réforme, s'appliquera à partir de ce moment. C'est ce qu'a averti le Premier ministre. Alors parlons vrai. Croyez-vous que les partenaires sociaux peuvent se substituer aux politiques? Et à cette question, le conclave sur les retraites a-t-il une chance d'aboutir? Vous dites non à 92%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Philippe Bilger, est-ce que... Pardon. Non, je me tournais vers vous en disant que, en tout cas, tout le monde est un peu en haleine, puisque Françoise le disait tout à l'heure, cette réforme des retraites, elle est totalement... tout le monde est vents et marées contre cette... sauf les macronistes. Moi, je comprends pourquoi François Bayrou n'a pas voulu évoquer la suspension et qu'il a sorti de son inventivité politique une solution qui, bien sûr, il ne l'appelait pas conférence sociale, on vient de le voir, mais conclave. Je trouve que c'est une bonne idée et d'une certaine manière, le terme n'est pas beau, il coinçait entre guillemets la gauche, puisqu'il confiait au patronat et aux syndicats le soin, la charge de trouver une solution. Pourquoi je crois beaucoup à cette volonté d'apaisement et je ne doute pas que ceux qui devront discuter durant 3 mois, on a lu que c'est François Hollande qui est parvenu à faire réduire le délai de 6 mois à 3 mois, eh bien, ces gens-là seront... On peut tout dire de François Bayrou, mais cette volonté d'apaisement, elle l'a habité toute sa vie, en réalité. On l'a encore vu hier, et donc j'ose dire que cette manière dont il conçoit la politique peut être contagieuse, et j'espère qu'elle inspirera le conclave, même sans le Saint-Esprit, mais je l'espère vraiment. Amen. Moi, je comprends tout à fait les récriminations et le fait qu'on ne peut pas s'engager sur un chemin avec aussi peu de garanties. Je comprends tout à fait la position des socialistes et même d'une autre partie de la gauche qui dit que ça ne marche pas. Mais bon, sur les socialistes, je comprends très bien. Vous ne pouvez pas dire... Mais vous pensez que ça ne peut pas fonctionner? Je pense que ça ne peut pas fonctionner avec des règles aussi arbitraires. Je pense qu'on ne peut pas donner, en réalité, au MEDEF le droit de veto ou pas sur ces négociations. Ce qui va se passer... dans les termes dans lesquels François Bayrou, même s'il a un peu plus ouvert la porte cet après-midi avec des prolégomènes, j'ai envie de dire, pour parler comme François Bayrou, la question c'est est-ce que ça revient au Parlement, quel que soit ce qui aboutit de ces négociations. La réponse pour Bayrou, elle est filandreuse. Il dit pas oui formellement. Il dit oui, mais il fallait juste dire oui formellement. À partir du moment où vous décidez, ok, négocier, mais si vous n'y arrivez pas, on retourne à bord, ça sert à quoi de négocier? C'est quand même ça, le fond, si vous voulez. Il faut encore le pousser pour desserrer les taux, mais pour le moment, c'est quand même ça. En gros, négocier avec un fusil sur la tempe, et si ça marche pas, comme toujours, le MEDEF dira non, et voilà. Et non, mais je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Personne ne peut croire qu'en 3 mois, on fait une réforme des retraites. Ça fait des années qu'on n'y arrive pas, c'est pas en 3 mois qu'on va y arriver. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que Bayrou le sait très bien parce qu'il a pris les contacts. On peut arriver à quelques mesures d'amélioration de la retraite, de la réforme actuelle. Et il dit, si on arrive à un peu de consensus sur quelques mesures, on les mettra en œuvre. Bon, donc il va améliorer les choses. Il va faire voter quelque chose de consensuel, mais effectivement, il donne le droit de veto au patronat en disant, s'il n'y a pas d'accord, donc le patronat dit, ok, on ne va pas m'imposer une réforme que je ne veux pas, mais si on peut améliorer celle-là, allons-y. Et c'est ce qui va se passer. Je suis convaincu que quand il dit 3 mois et on ira au Parlement, il sait très bien qu'il y a déjà des points d'accord. Voilà. Après, sur l'âge, par exemple, vous y croyez, vous? Moi, je pense que là, pour moi, le fait le plus important, c'est
Le fait le plus important, c'est qu'il ait lâché le 64 ans. Et ça, vous savez très bien que c'est ce qui a cristallisé en réalité tous les mouvements. Je pense que sur l'âge, on peut redescendre à 63. Je pense qu'on peut redescendre. Mais il faut être sincère. Il faut être sincère. Par ailleurs, je suis pas d'accord avec vous, François Pupponi, quand vous dites... Il faut le chiffrer, surtout. En 3 mois, et en 3 mois, on peut pas. Si, bien sûr. Parce que... Non, mais je suis pas d'accord, parce que vous savez très bien que tout le travail de contre-réforme a déjà été fait par les syndicats. Ils ont un certain nombre... Oui, mais les syndicats, mais pas par le patronat. Mais le patronat, c'est pareil, c'est pas des mais ils n'ont pas la même vision, sinon on l'aurait déjà fait. Quoi. Ok, ils n'ont pas la même vision. D'accord. C'est pour ça que je dis que comme le patronat n'a pas la même vision, il faut laisser le Parlement sans aucun bémol. Vous comprenez ce que je veux dire? Je trouve que Bayrou, il a quand même gardé. Oui, mais si on redonne au Parlement, on est reparti pour 2 ans. Reparti. Et il n'y a pas de majorité, encore moins que. Si, il y a une majorité pour dire basta cosy. Non, il n'y a pas de majorité au Parlement. Entre la droite au Sénat, le Front National. Bien sûr que non. Il y a une majorité absolue pour abroger la réforme au Parlement. Qu'est-ce que vous dites? Non, mais il y a une majorité pour abroger la réforme, il n'y en a pas une pour voter une nouvelle réforme. Ah si vous laissez 64 ans, moi je pense que oui. Par contre, rappelez-vous comment Bayrou a commencé son discours hier. Il nous explique que le système actuel coûte 50 milliards d'euros par an au budget de l'État. Et qu'on les a pas. On les a pas. Voilà. Donc il dit, on est bien sympathique, on peut faire toutes les réformes que vous voulez, on peut baisser le départ, mais comment on paye? Et je ne veux pas aggraver les comptes de l'État qui sont déjà dans une situation catastrophique. C'est qui paye et comment. Est-ce qu'on n'est pas dans la posture finalement dans ce débat? Parce que la gauche dit non, nous c'est 62 ans, c'est intangible, etc. Alors qu'il n'y a pas, comme l'a dit Bayrou, le premier centime d'euro pour payer. François Pupponi. Oui, voilà. On est dans la posture. Mais c'est sûr que tout le monde aimerait partir le plus tôt possible, ne pas travailler. À 50 ans, le SMIC à 3 000 euros par mois. Alors je ne suis pas spécialiste de tout cela, mais lorsque la loi a été votée, on avait entendu, avant qu'elle soit votée, dans les conditions qu'on sait, on avait évoqué certains manques. Par exemple, le travail des seniors, par exemple, la pénibilité. Vous croyez que c'est sur ces terrains, François, que... Non, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs... Il y a la prise en compte de la pénibilité qui est déjà prise en compte, mais pour lequel tout le monde dit qu'il faut l'améliorer. Certains doivent partir plus tôt. Bon. Mais il y a un moment où les comptes sont là, c'est-à-dire que si on a moins d'actifs par rapport aux inactifs, sauf si les nouvelles générations disent nous on va payer et puis on va payer 60% de nos revenus pour payer les impôts, les retraites, ça ne marche plus. Voilà. Donc à un moment, ou alors on dit on change le système. Et en fait, c'était la grande réforme qui était voulue par Macron lors de son premier mandat, qu'il n'a pas voulu, qu'il n'a pas pu, qu'il n'a pas su mettre en œuvre. On est resté sur la même réforme systémique. Mais une réforme-là, en touchant aux paramètres, mais on sait que celle-là, elle est vouée à terme à l'échec. Mais on parlait de la posture. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des tabous? La retraite par capitalisation pour le privé, c'est tabou, alors qu'on ne trouve rien à redire pour les fonctionnaires qui ont la préférence et le crève. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des tabous à géométrie variable? Bien entendu, il y a plein de... Moi, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. On peut refaire le débat de la retraite. Non, mais on peut refaire le débat de la retraite. C'est le débat passionnant. Et c'est d'ailleurs ce que rappelait Bayrou cet après-midi, fort justement, qu'il rappelait la phrase de Rocard qui disait « Les retraites ont de quoi faire tomber 10 gouvernements. » C'était le livre blanc des retraites. C'est quand même, voilà, et Bayrou a rajouté, et encore je trouve qu'il est un peu modeste. Donc voilà. Non mais la retraite, pourquoi c'est une passion? Pourquoi c'est une passion française? Parce que la France a la passion de l'égalité en réalité. Et la retraite, c'est vraiment le capital de ceux qui en ont pas. C'est vraiment presque, je dirais, le cœur de notre modèle social. C'est pour ça que c'est une passion française, les retraites. C'est pas débile, c'est pas une espèce de fusion d'un seul coup, la société se met en action pour manifester. C'est profond la retraite. Ça va au-delà, j'ai envie de dire, de la retraite. Donc il faut être soigneux dans les mots qu'on emploie. François Bayrou n'est pas soigneux. Et là où je rejoins François Pupponi, c'est qu'il n'est volontairement pas soigneux. Il sait très bien manier le langage. S'il n'a pas accordé, même dans sa question au gouvernement, dans sa réponse cet après-midi à Olivier Faure, la simple phrase « quoi qu'il advienne, on revient au Parlement », c'est qu'il ne le veut pas, tout simplement. Mais parce que la droite lui a dit même pas... Mais parce que la droite lui a dit même pas en rêve. Voilà, la droite lui a dit même pas en rêve, donc c'est insincère. Donc pourquoi voulez-vous rentrer dans une négociation qui est déjà cuite d'avance? Voilà, c'est ça le problème, c'est ça le sujet. Moi j'irai quand même, parce que je crois qu'on peut quand même faire bouger les choses, mais je comprends qu'on ne veuille pas y aller. Si effectivement, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'en fait le PS ne vote pas la censure, c'est qu'il accepte de continuer à discuter. Bien sûr. Parce que s'il ne croyait pas à la négociation, c'est tout de même une manière subtile de remettre en cause la loi, tout de même.
Bon, ça veut dire qu'il y a une petite bouffée de fumée blanche comme ça. Moi, c'est ce que je dis depuis le début. Bayrou, d'abord, ça fait 40 ans qu'il rêve de ça, donc il a bien mûri tout ce qu'il devait faire. Et donc, il va, par petites touches, il va y arriver. Parce qu'il est très malin. C'est un fin tacticien, un fin politique. Il connaît les choses et c'est un fin analyste de la situation. Donc, moi, je suis convaincu. Évite l'action, parfois. Ça fait tellement longtemps qu'il est dans l'antichambre. Pour une fois, maintenant qu'il va rentrer. Allez, merci beaucoup, Philippe Bilger. Merci, Françoise de Goa. Merci beaucoup, François Piconnier. Dans un instant, on va vous parler. Malgré la présence de Philippe David. Bien entendu. Dans un instant, avec Philippe David, nous allons parler Made in France avec nos invités. À tout de suite.